Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté Mondial et je vous promets, c'est la troisième fois que je fais ce lancement parce que j'explose de rire à chaque fois. C'était Tunisie-France, c'était Tunisie-France avec une victoire donc de la Tunisie 1-0. La raison pour laquelle je rigole, c'est évidemment pas pour enlever du mérite à la victoire, la première victoire de la Tunisie contre la France en match officiel, sa troisième en Coupe du Monde de son histoire. C'est évidemment pas pour nuancer la petite peine qu'on a vue à voir évoluer nos Bleus, surtout pendant 70 minutes, et c'était un peu inquiétant aussi. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, la raison pour laquelle je rigole, je pense que comme tous ceux qui ont vu le match sur TF1 sont d'accord avec moi. Une équipe de commentateurs et surtout une chaîne, c'est pas pour incriminer directement nos amis Grégoire Maroton et Bichente Lizarazu, qui en plus, moi personnellement, je suis assez fan du duo, mais plutôt le fait de rendre l'antenne avant la conclusion du match, alors qu'il y a un appel à la VAR, ça c'est, on passe en triple écran, alors que le but d'Antoine Griezmann à la toute fin pour égaliser est en train d'être checké par l'arbitrage vidéo, et on finit sur cette séquence. C'était Tunisie-France, la pub qui enchaîne avec monsieur l'arbitre qui est en train d'être en contact avec la VAR, parce que vraisemblablement il y a un petit problème au niveau du but. En tout cas, ça a fini là-dessus. Et on a tellement de choses dont il faut parler parce que ça, c'était dingue. La qualification de l'Australie contre le Danemark, ça, c'est absolument dingue aussi. Et j'ai, pour ceux qui ont vu ma vidéo de tout à l'heure, une très bonne nouvelle. La fin de la chaîne, c'était la vidéo que j'ai sortie là, il y a un peu plus d'une heure, un peu plus de 2 heures, parce que je venais de recevoir un strike de la part de YouTube pour des analyses que j'avais faites, pour une analyse en l'occurrence, celle du Portugal, où j'avais utilisé des screenshots, comme dans tous mes épisodes de Côté Mondial, et un strike. Bon, je vais pas refaire la vidéo tout à l'heure, mais c'est très grave, ça peut conduire à la suppression de la chaîne. Je me disais j'avais retiré de la circulation tous mes épisodes de Côté Mondial. Je me disais que j'allais devoir très simplement arrêter d'utiliser des images de match sur toutes les vidéos qui allaient suivre de la Coupe du Monde. Donc ça me déprimait un peu. Et pendant le match, au bout de 20 minutes, un truc comme ça, j'ai eu cette nouvelle, cette très bonne nouvelle. Plus de copyright claim. The copyright claim on your video was released. Je pense que quelqu'un, alors ma petite théorie, je pense que quelqu'un à la FIFA a vu la vidéo que j'ai sortie sur YouTube et le petit coup de gueule que j'ai tapé sur Twitter aussi. Peut-être quelqu'un qui a vu ça, qui a contacté un tel. J'avais envoyé aussi un petit message au producteur de l'émission que j'avais fait pour FIFA+, même si lui, c'était pas un gars de la FIFA, mais il avait été en lien avec eux. Peut-être qu'il a activé quelques leviers. En tout cas, la FIFA a retiré sa demande de copyright, s'est rendu compte que c'était du fair use. Et ouais, trop bien, quel soulagement, j'étais refait de cette nouvelle. Une trop bonne chose. A priori, si ça tient, si ça continue à tenir sur les prochains matchs, et je vais faire attention sur mes screenshots, pas trop d'images qui pourraient ressembler à des images animées, mais on va pouvoir faire notre Coupe du Monde comme prévu, et toutes les vidéos du Mondial peuvent rester en ligne. Ouf, soulagement, merci à tous ceux qui m'ont envoyé du soutien, de la force. Peut-être que c'est ça qui a fait la différence, peut-être que la vidéo que j'ai sortie, qui a eu un gros buzz, peut-être que vite ça a permis la rectification. Ouais, trop content de ça, et merci les gars, franchement votre soutien m'a fait un bien de malade, et ça me fait un bien de malade. Donc bref, ça aussi c'était une des histoires des 2 dernières heures, il s'est passé tellement de choses depuis qu'on s'est vu. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, et oui mon pote Gianni Infantino qui voit la nouvelle, la FIFA qui a retiré, peut-être que lui a actionné quelques leviers, a tiré quelques ficelles. En tout cas, très content. On va donc analyser ce match, on va parler d'Australie-Danemark comme vous le voyez dans la foulée. Juste avant, je dis que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et vous verrez un petit segment sponsorisé dans quelques minutes. On est parti donc sur Tunisie-France. Tunisie-France où on avait un 11 de l'équipe de France totalement new look évidemment, puisque 9 des remplaçants habituels étaient titularisés. Il n'y avait plus que 2 rescapés, en l'occurrence Raphaël Varane et Aurélien Tchouameni. Tous les autres, c'était des nouveaux, c'était les coiffeurs, c'était pour leur donner du temps de jeu. L'équipe de France était à 99,9% de chances assurée de terminer première. Donc on a vu que des nouveaux et aussi des positionnements très particuliers. Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche, c'était un des trucs qu'on voulait voir tester parce que maintenant qu'il n'y a plus Lucas Hernandez, derrière Théo, qui est-ce que tu mets? Axel Disasi en latéral droit et Matteo Guendouzi en forme d'ailier gauche, milieu offensif excentré gauche. Première titularisation en bleu, première minute en bleu il me semble, de Jordan Verretou. Peut-être pas, on l'a peut-être vu sur une toute fin de match. Ouais, c'est vrai, parce qu'il est au moment de la célébration, je crois, du dernier match de Ligue des Nations.
à vérifier. Mais voilà, beaucoup de minutes pour les remplaçants. Qu'est-ce que ça a donné? Franchement, ça n'a pas donné grand-chose. C'était assez inquiétant, malgré 10 tirs à 5 pour l'équipe de France. Je vais dire, la Tunisie a nettement mérité sa victoire. Je trouve qu'ils ont été nettement au-dessus en première période, dans tout. Franchement, c'est un peu triste pour eux qu'avec 4 points, du coup, avec un nul contre le Danemark, une victoire contre l'équipe de France, sans avoir encaissé de but dans les 2 matchs, un mondial que la Tunisie finit à 2 buts marqués, un seul but encaissé. C'est vraiment dommage pour eux de ne pas accéder au second tour. Mais l'Australie a fait le job, et finalement le Danemark, c'est la grosse déception de ce mondial. On aura l'occasion d'en reparler. Mais donc initialement, un truc qui m'a déçu sur ce 11 des Bleus, parce que du coup on surveillait chacun, leur qualité individuelle, leur performance, est-ce qu'ils sont capables de prendre la relève en cas de blessure. Steve Mandanda, je l'ai trouvé très pauvre, ici typiquement sur un ballon qu'il dégage des 2 points alors qu'il est pour lui, c'est un long ballon lobé, il n'y a pas de danger. Déjà, petit manque de lucidité là-dessus. Il y a plusieurs frappes qui ont été repoussées plutôt que captées, mais en plus pas repoussées sur le côté, repoussées en plein dans l'axe. Ça aurait pu être encore plus dangereux. Sur le but que marque la Tunisie initialement, qui est refusé pour hors-jeu, sur cette déviation du pied, la réalité c'est que le ballon est pile sur lui et il le laisse passer aussi. Bon, c'est pas évident de réagir, clairement, mais voilà, c'est une question de réflexe, mais disons qu'il n'est pas dans une zone qui est impossible à aller chercher, donc ça aussi c'était pas hyper rassurant, même si le but est finalement refusé pour hors-jeu. Voilà, le ballon il est là, donc un petit manque de réflexe, peut-être d'impulsion aussi, surtout réflexe, de réaction. Eduardo Camavinga c'était un petit peu mieux en seconde période, mais on a vu que c'était pas un latéral gauche, avec ballon cherchait toujours à prendre l'axe, pas à dédoubler sur le côté, vraiment prendre l'axe, et puis il prend un petit pont ici de Laidouni, qui était une des actions du match. Konaté a rassuré pour le coup. Ça, je pense que c'était une vraie bonne chose. Lui, il est très proche d'un statut de titulaire. Je pense que lui et Youssouf Fofana sont ceux qui étaient peut-être les plus proches d'un poste de titulaire. Youssouf Fofana, je l'ai trouvé très bon en première période. Plutôt désastreux en seconde jusqu'à ce qu'il soit remplacé par Griezmann autour de la 70e. Donc voilà, Konaté par contre très rassurant, très solide, très costaud. Et on a vu sur le milieu de terrain totalement dysfonctionnel, Tchouaméni, Verretou, notamment pas d'entente entre les deux, pas de compréhension. Là, Tchouaméni qui l'engueule un petit peu parce qu'il n'est pas en train de proposer quelque chose d'un peu plus haut, pas assez saccadé, un peu trop sur la même ligne. Et avec Fofana en tant que trio du milieu de terrain, ça marchait vraiment pas. Ça, c'était un des trucs pas rassurants. Moi, j'ai tweeté à la fin, j'ai dit, bon, ce match finalement nous apporte quelques réponses. C'est juste pas les réponses qu'on voulait entendre. C'est que derrière le 11, c'est assez difficile. Donc voilà, en gros, on finit sur la première. Non, ça c'est la fin du match. 10 tirs à 5, comme je l'ai dit. Sur le nombre de touches de balles, 117 pour Camavinga. Ça envoie aussi que, bon, latéral gauche, très bien, mais beaucoup axial, très trouvé dans un registre axial. Quand tu touches 117 ballons, bah, il est le joueur du match qui en a touché le plus. Même 14 ballons devant Aurélien Tchouaméni. Et Coman, c'était pas foufou, il y avait quelques percées individuelles au début, mais bon, ça s'est un peu éteint. Kolo Muani, j'ai trouvé limite, c'était une des satisfactions, si on se les passe un petit peu un par un comme ça, et Varane correct en première période également. Voilà grosso modo, et je crois qu'il est temps pour notre moment sponsorisé, donc on se retrouve dans quelques minutes. Alors les amis, on va poursuivre notre vidéo très vite, mais juste avant, je me permets un petit mot pour le sponsor du jour qui est NordVPN. Pour moi, c'était très facile d'accepter ce placement parce que NordVPN, c'est un service que j'utilise personnellement depuis longtemps maintenant. J'en avais déjà parlé sur la chaîne. En gros, ici, on est sur mon compte NordVPN. Actuellement, je suis connecté aux Pays-Bas. Bon, je vis aux Pays-Bas, je me suis juste mis sur un serveur néerlandais histoire de sécuriser ma connexion. Ça, c'est quand même l'avantage premier d'un VPN. Se placer sur un serveur virtuel, pas partager son adresse IP à tout le monde. Mais en ce moment, en période de Coupe du Monde, il y a une astuce qui est top avec un VPN. C'est que ça vous a pas échappé. Par exemple, en France, tous les matchs ne sont pas retransmis sur les chaînes publiques. Donc, si on veut regarder tous les matchs de la compétition, a priori, il faut prendre un abonnement sur des chaînes, même plusieurs, pour pouvoir tout voir. Avec un VPN, on peut simplement se connecter en Belgique, ça c'est l'astuce un peu classique, et ensuite aller sur le site de la RTBF, ovio.be, qui permet d'avoir accès à tous les matchs de la Coupe du Monde. Plein d'événements sportifs en Belgique sont en clair, et avec un VPN, ceux qui n'ont pas la chance de vivre en Belgique peuvent y accéder. Moi, un truc, j'en ai aussi déjà parlé, que j'adore faire, c'est que vivant aux Pays-Bas, avant ça en France, j'avais pas accès, et j'ai pas accès sur ma connexion locale,
au résumé des matchs de Premier League en version originale. Pourtant, j'adore les commentateurs britanniques, j'adore suivre ça sur Sky Sports, mais là par exemple, je suis juste sur ma connexion classique, Sky Sports, j'ai accès qu'à leurs émissions sur la chaîne YouTube. Alors que si je retourne sur NordVPN et que je me connecte par exemple au serveur britannique, c'est bon, maintenant je suis au Royaume-Uni, je peux retourner sur la page, je l'actualise, et qu'est-ce qui apparaît ? Les matchs de Premier League sont disponibles. Wolves Arsenal, Fulham Manchester United, les résumés en VO, ici, vous le voyez très bien. Et ouais, ça c'est juste un truc très cool. Il y a plein d'astuces de ce type pour avoir accès par exemple à des abonnements Netflix, Spotify moins chers en se plaçant dans les pays pour lesquels l'abonnement est le moins cher. En Amérique du Sud notamment, je sais que sur les serveurs argentins, chiliens, c'est connu, c'est là que tu payes Spotify et Netflix le moins cher, donc ça peut être un truc cool. En passant par des serveurs étrangers, il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre, et avec NordVPN, c'est possible. Et donc voilà, merci beaucoup à NordVPN d'avoir sponsorisé cette analyse. Vous pouvez protéger jusqu'à 6 appareils simultanément et profiter de 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans en utilisant le lien qui est dans la description, c'est nordvpn.com/willownord. Et donc voilà, on est de retour. Merci à NordVPN, merci au gars de NordVPN. Très très cool, un service que j'utilise personnellement. On est de retour pour parler du but de la Tunisie qui provient d'une perte de balle de Youssouf Fofana. Là, ça c'était vraiment dommage. Mais en même temps un peu à l'image de sa seconde période, et même la première n'était pas fantastique. Ballon gratté dans ses pieds, derrière il demande la faute, il est loin du coup et en retard par rapport à Wabi Kazri qui fait un super enchaînement, qui passe Saliba un peu trop facilement. J'ai trouvé que l'entrée de Saliba en seconde période était pas très convaincante, c'est dommage parce que moi j'adore le joueur, j'en ai parlé beaucoup cette saison, mais pour l'instant en bleu il tient pas vraiment de bons matchs à mettre sous sa ceinture. Et ça présage pas de grandes choses par rapport à son futur en équipe de France, en tout cas sur cette Coupe du Monde. Il est encore très très jeune, moi je crois fondamentalement en lui, mais sur cette Coupe du Monde, il est sans doute derrière tous les autres centraux pour l'instant. La preuve, son statut, mais également sa performance ce soir. Donc Wabi Kazri, au bout d'une superbe percée, va marquer un très très beau but. Steve Mandanda, je pense pas irréprochable non plus sur l'action, parce que le tir est assez lent et il doit détendre la jambe, mais en réalité il y a peut-être quelque chose à faire plutôt avec les mains. En tout cas, voilà, je pense qu'il est un peu fautif aussi, mais il n'est pas le seul sur cette action. L'équipe de France va avoir beaucoup de difficultés jusqu'à l'entrée de 2 hommes, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, qui va marquer un but, qui va être refusé. Mais c'est quand l'équipe de France a commencé à faire entrer même Rabiot, on l'a vu en fin de match, Ousmane Dembélé aussi. Bon, c'était un peu rassurant de finir sur cette note. C'est juste dommage d'avoir concédé une défaite, notre première en Coupe du Monde depuis 2014 et le quart de finale contre l'Allemagne. C'est dommage du coup de rester sur cette note un peu amère versus en 2018 où on avait fait aussi totalement tourner sur le 3e match contre le Danemark, mais ça s'était fini 0-0. Finalement, c'est juste un match que tu peux mettre mentalement de côté, focaliser sur les 8e. Là, j'espère que ça va pas trop avoir d'impact mental sur la suite. Ça aurait été bien donc d'acquérir ce match nul, mais c'était cool de voir les entrées de Mbappé, de Griezmann et tout ce qu'ils ont apporté, leur qualité. Didier Deschamps était quand même assez inquiet. Ça, c'est juste avant que Kylian Mbappé ait un coup franc à tirer à la 92 plus 20. Et ses mimiques étaient un peu inquiétantes sur le banc. Je pense qu'il était OK avec l'idée de faire tourner, donner du temps de jeu à tout le monde, s'acheter la paix un peu dans le vestiaire, faire plaisir à tout le monde et continuer à ce que le groupe vive bien. Mais je pense pas qu'il s'attendait à un scénario aussi défavorable. Dans son idée, c'était forcément soit match nul, soit victoire. D'ailleurs, le fait de faire entrer tout Eto'o à la fin, c'est pas anodin. Il va falloir trouver les mots maintenant. Il va falloir trouver les mots pour rebondir, en tout cas juste continuer à être dans cette atmosphère positive qui était celle de l'équipe de France. Après 2 victoires contre l'Australie, probantes, contre le Danemark, j'ai trouvé encore plus probante la victoire des Bleus contre le Danemark. Donc c'est juste, il ne faut pas que ce soit un petit coup d'arrêt. En attendant de voir quel sera l'adversaire des Bleus, on le saura ce soir, après la conclusion du groupe C. Est-ce que ce sera l'Argentine, l'Arabie Saoudite, la Pologne, le Mexique? On verra et on analysera ça. Mais c'est le petit motif d'inquiétude et attention. Mais l'équipe de France a eu des occasions, nulles plus grosses que celle qui lui permet d'égaliser à la toute fin. Alors, est-ce qu'il y avait hors-jeu, véritablement, sur ce ballon d'Aurélien Tchouaméni qui est un petit peu, est-ce que c'est Fofana qui va... Non, c'est pas Fofana parce qu'il est sorti. Je me souviens plus qui c'est, qui va au contact et ça revient dans les pieds d'Antoine Griezmann qui enchaîne. Est-ce que c'est peut-être Randal Kolo Muani qui enchaîne, ça fait un partout. Mais
mais le but va être refusé pour hors-jeu. Alors, c'est pas ce qu'ils sont en train de checker là, ça je l'ai juste inclus parce que je trouvais que c'était un moment assez marrant. En gros, les Tunisiens qui s'informent du match Australie-Danemark, qui le regardaient avec le photographe officiel de l'équipe, Team Photographer, Tunisia, et qui était en train de faire attention à ce qui se passe dans l'autre rencontre parce qu'il leur fallait un match nul entre l'Australie et le Danemark pour passer, pour être qualifié. Antoine Griezmann, lui, qui célèbre son but en mode, j'ai tweeté dans la foulée, Griezmann, quel roi, mais en fait non, plutôt quel empereur, qui le célèbre en mode manchot, en mode pingouin. Et TF1, du coup, rend l'antenne là-dessus. C'est la dernière image qu'on voit, fin du match, parce que c'est vrai que le but, il intervient à la 90 plus 7,46, alors qu'il y a 8 minutes de temps additionnel. TF1 va rendre l'antenne sur cette image, donc, qui est désormais célèbre, c'était Tunisie-France. Sauf si c'est Tunisie-France encore un petit peu longtemps, c'est peut-être le moment de rester sur la pelouse. Section pub qui s'enchaîne pour revenir un petit peu tête basse quelques minutes plus tard. Ah, en fait, ce but-là, il a été annulé en fait. Parce que Antoine Griezmann est hors jeu au moment du centre d'Aurélien Tchouaméni. Après, je vais pas vous mentir, personnellement, je suis pas convaincu par la décision. Parce que ici, le numéro 12 qui est au contact, clairement, lui n'est pas hors jeu au moment du départ du ballon. Je crois pas qu'on donne une faute. Quand le ballon revient sur Antoine Griezmann, il marque OK. Donc il revient d'une position de hors-jeu, mais le retour de hors-jeu, ça n'existe plus en foot. En gros, si tu donnes hors-jeu là d'Antoine Griezmann, ça veut dire que tu considères qu'il y a un hors-jeu passif, que par sa position, il gêne au moment du contact, qu'il gêne les défenseurs. Et ça me semble assez difficile à interpréter parce que je suis pas trop certain de comment ici, le fait qu'Antoine Griezmann était hors jeu là, gêne. C'est pas comme si ça gênait la visibilité de quelqu'un. À quel point est-ce qu'il fait véritablement action de jeu en étant là ? C'est une interprétation que je suis pas sûr d'avoir compris pour être honnête. Donc difficile pour moi de l'analyser en profondeur et de vous expliquer pourquoi. Parce que je suis pas certain d'être forcément d'accord avec la décision. Un petit peu étrange, sans conséquence, heureusement pour l'équipe de France, sans conséquence pour la Tunisie, le fait que tu sois 1-0, un partout, peu importe s'il y avait, avec la victoire de l'Australie dans le même match, ça changeait rien, donc heureusement, entre guillemets. Mais ouais, un peu étrange. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. J'ai trouvé ça un peu étrange. Les Tunisiens qui célèbrent, à raison, c'est seulement la 3e victoire, comme on l'a dit tout à l'heure, de leur histoire en Coupe du Monde. Bon, ils en avaient une en 2018 contre le Panama, dernière journée. Et sinon, c'était pour leur première participation, il me semble en 78 ou en 86, mais je dirais plutôt 78. Donc voilà, grosso modo, pour ce match, et voilà pour ce moment un peu particulier en plateau. En tout cas, on a bien rigolé entre nous sur Twitter. Pour finir, Australie-Danemark, quand même, un mot pour la qualification des Australiens, pas du tout ce que j'attendais. Moi, je pronostiquais plutôt une qualification du Danemark. Je vois une Australie de Graham Arnold très faible, très limitée dans sa production. Un Danemark qui, s'il plantait le premier but, aurait suffisamment de qualité pour juste éteindre le match face à des Australiens qui proposent pas grand-chose. Ils n'ont jamais marqué ce premier but. Et l'Australie, elle, a été plutôt dangereuse. Le but, j'ai pas eu le temps de checker, mais il me semble que le numéro 7, le petit, c'est Matthew Leckie. Si je me trompe pas, Leckie en tout cas, qui va planter un sacré but au bout d'une percée, transition offensive, attaque rapide, qui manœuvre son chemin entre la défense danoise et qui va planter son but en seconde période. Le Danemark de toute manière avait besoin d'une victoire, donc il leur fallait 2 buts à la fin. Et j'ai trouvé un Danemark très pauvre de ce que j'ai vu. J'étais en double écran, j'ai pas vu le match parfaitement dans son intégralité, mais je checkais quand même régulièrement, surtout que Tunisie et France étaient un peu sans enjeu. Du coup, très pauvre dans les coups de pied arrêtés notamment. Christian Eriksen les a pas super bien frappés. À la réception, il n'y avait pas beaucoup de mouvement, alors que c'était une de leurs grandes forces. Typiquement celui-ci, où Schmeichel il est monté directement dans les bras du gardien. Ouais, un peu décevant pour ce Danemark. Et une qualification pour l'Australie, finalement méritée, on va dire 1-0 contre la Tunisie en deuxième journée, 1-0 contre le Danemark, 6 points, autant que l'équipe de France. Après avoir perdu 4-1 contre les Bleus au départ, et on avait vu la prestation, qui les aurait vus se qualifier là avec 2 victoires sur les 2 matchs restants. Franchement, belle perf des Australiens qui accèdent aux 8e de finale de Coupe du Monde, pas pour la première fois de leur histoire, parce qu'ils l'avaient fait en 2006. Fabio Grosso, le penalty, etc. Vous vous en souvenez ? Peut-être, mais moi je m'en souviens. Et ouais, donc belle perf, et on verra contre qui il tombe. Ça peut être l'Argentine. Moi, je pense que ça va être l'Argentine. On verra les résultats de ce soir. Je pense que l'Argentine va battre la Pologne et accéder à la première place. Mais sinon, ça peut être Pologne, Mexique,
Arabie Saoudite. Et si c'est contre un de ces trois-là, ils partiront pas forcément trop derrière. Donc à voir, mais ça va être intéressant. Et justement, en parlant de la séquence prono, alors j'ai pas là de prono spécifique à vous montrer parce que j'ai fait une vidéo qui est sortie il y a pas. Elle est sortie hier matin avec toutes mes previews de toutes les conclusions de groupe. Donc pour l'instant, on a le groupe A, B et D qui sont finis et j'ai toujours pas parlé des matchs du groupe B d'hier, alors que j'ai promis d'analyser tous les matchs du mondial. Je les ai vus, tout est prêt, mais avec l'imbroglio qu'il y a eu ce matin autour des copyrights, etc., j'ai pas eu la possibilité de sortir ça. J'étais pris sur ce dossier-là à résoudre en priorité. Du coup, ce soir, dans l'analyse d'Argentine-Pologne et un peu d'Arabie Saoudite-Mexique, je vous inclurai surtout États-Unis-Iran, parce qu'Angleterre-Pays de Galles, c'était un match un peu inutile que j'ai regardé du coin de l'œil. Mais États-Unis-Iran, il faut en dire un truc, la qualification des États-Unis, on en parle tout à l'heure. Merci à vous de votre soutien, merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés, c'était trop chou, trop mignon, ça m'a envoyé plein de force et ça a peut-être changé le destin de la chaîne. Donc franchement trop cool les gars, merci beaucoup. Je vais laisser la vidéo en ligne quand même au cas où ça se reproduit, au cas où cette vidéo a été le bouclier qui a permis à la chaîne de résister à la tentative d'extorsion de la FIFA. Et si c'est d'égal la FIFA, j'ai rien à dire. Merci beaucoup les gars d'avoir fait le taf, très très cool. Mais je vais laisser cette vidéo en ligne et j'ai juste mis un update dans le commentaire épinglé. J'ai dit c'est bon, update, la chaîne est sauve. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé celle-ci, merci à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez accès à leur offre dans le commentaire épinglé, dans la description. Super service, comme je le dis tout le temps, que perso j'utilise, très utile, là en cette période de Coupe du Monde, mais même en général, je suis tout le temps connecté dessus pour voir des trucs que maintenant je peux plus voir, notamment en étant en France, qui sont géolocalisés. Typiquement, certains trucs sur TF1, je mets mon NordVPN branché en France, et désormais, je peux accéder à ça. Donc ouais, franchement, c'est pas juste parce que ils m'ont contacté pour la sponsor, c'est vraiment aussi un bon service que j'apprécie. Voilà, merci pour tout, on se retrouve dans quelques heures et je vous dis à tout de suite. Bisous.